Bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à ce webinaire sur la ventilation et la qualité de l'air proposé par les personnels d'AST Grand Lyon. On attend encore que certains inscrits se connectent, on n'a pas tous les inscrits, donc on va attendre encore 2-3 minutes. Donc, ne partez pas si vous êtes impatient, ça va venir, on attend encore quelques inscrits. En attendant les retardataires de se connecter, est-ce que vous nous entendez bien? Si est-ce que quelqu'un peut lever la main pour confirmer que vous nous entendez? Ah super, merci. Les gens du temps, peut-être des problèmes avec le GoToWebinar aussi. Bon, on va démarrer, les retardataires arriveront quand ils arriveront. De toute façon, le support sera transmis à la fin. Le webinaire est enregistré également, donc vous pourrez accéder au replay sur YouTube. Donc on va démarrer, on va commencer par se présenter. Donc moi je suis Pascal Roux, je suis le référent prévention des risques chimiques à l'AST Grand Lyon. J'accompagne les adhérents et les équipes locales santé-travail sur les problématiques de risques chimiques. Pour faire ce webinaire, j'ai été assisté de différents membres des équipes santé-travail avec chacun leur spécificité. Je vais les laisser se présenter maintenant. Donc allez-y. Par exemple, Marina, tu veux te présenter? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Merci de participer à cet webinaire d'actualité, tout à fait. Je suis le docteur Marina Stoichitescu. Je suis médecin du travail à l'AST Saint-Exupéry. Et je fais partie du groupe de travail risque biologique que je pilote conjointement avec mon confrère qui va se présenter peut-être après moi tout de suite. Je laisse la parole à Rémi. Merci Marina. Donc, docteur Rémi Michel, effectivement, donc moi je suis médecin du travail. Je travaille à l'AST Grand Lyon sur le centre de Genasse. Je fais partie également du groupe sur les risques biologiques. Et avant d'être médecin du travail, j'étais spécialisé en épidémiologie santé publique, principalement sur les maladies infectieuses et tropicales. Je laisse la parole. Je suis docteur Jean. Docteur Jean Irina, je suis médecin du travail d'AST Grand Lyon, je travaille à Médio et aussi, en plus, je suis médecin référent du risque chimique. Je vous laisse présenter Pierre-Marie. Bonjour. Oui. Bonjour, donc Pierre-Marie René, moi je suis infirmier en santé au travail et j'interviens ici en qualité de référent en radon pour l'AST Grand Lyon. Voilà, donc on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc l'AST Grand Lyon, qui sommes-nous? Donc l'AST Grand Lyon, c'est plus de 21 000 entreprises adhérentes, avec plus de 100 000 visites médicales réalisées en 2023 et environ 300 salariés dédiés à la prévention des risques professionnels et à la santé au travail. Tout ce personnel-là déployé sur 22 centres sur l'agglomération de la métropole de Lyon.
Donc, c'est une sacrée équipe pour assurer la santé des salariés de la communauté urbaine de Lyon. Pourquoi ça n'avance pas? Donc, on va maintenant s'intéresser à la ventilation et à la qualité de l'intérieur et comment vous donner des outils, des méthodes pour suivre et maîtriser la pollution dans vos locaux industriels et administratifs. Donc, on va parler des contaminants de l'air. Ensuite, on va voir les définitions et rappels réglementaires assez rapidement, mais nécessaires pour vous, pour comprendre ce que vous devez faire. On va essayer de vous transmettre des méthodes pour maîtriser la ventilation dans vos locaux, puis on s'intéressera à des focus spécifiques sur certaines pollutions qui sont pas si rares et qui peuvent nuire à la santé de vos salariés. Donc, on va commencer par les contaminants de l'air. Donc, en généralité, les contaminants de l'air, qu'est-ce que c'est? Ça peut être soit des composés organiques volatiles, ça peut être des poussières, des particules. Alors, les poussières, les particules, il y a différentes façons de les caractériser, mais c'est toujours des poussières. Ça peut être également des micro-organismes, des agents biologiques, et ça peut être également des aérosols. Donc, tout ça, c'est les contaminants de l'air. Alors, d'où viennent ces contaminants? Donc, à l'origine, elle peut être humaine. Alors, c'est l'humidité et le CO2 de la respiration. Ça peut être les agents biologiques également, mais ça peut aussi être les activités que vous réalisez dans le local, donc les produits que vous achetez, les agents chimiques qui sont émis par vos activités. Mais ça peut aussi être également le local lui-même et l'environnement qui peuvent polluer vos locaux de travail. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les particules qui sont plus petites que 100 micromètres, elles peuvent être inhalées par les individus. C'est ce qui constitue la fraction inhalable. Et que dans tout cet éventail de taille d'objets, donc inférieur à 100 micromètres, si on prend de 1 nanomètre à 100 micromètres, c'est un facteur 100 000. Et un facteur 100 000, c'est énorme. Les ordres de grandeur, c'est des objets qui n'ont rien à voir en dimension. Et donc, les EPI, pour se protéger de ces objets, ils sont très différents. Par contre, la ventilation, elle, correctement dimensionnée, permet de se protéger de tout cet éventail de contaminants. Et ainsi, la ventilation apparaît comme un élément essentiel de la maîtrise de la qualité de l'intérieur et de la santé des salariés. Donc, effectivement, en dessous de 100 micromètres, on retrouve des cheveux, des cellules, des bactéries, des virus, des protéines, des molécules. C'est des contaminants qui sont de nature très variée, mais tous inhalables par les individus. Je vais laisser la parole au médecin pour évoquer les effets de tous ces contaminants. Marina? Oui, merci beaucoup Pascal. En effet, les contaminants de l'air peuvent à la fois apporter un inconfort et nuisance avec odeur de renfermé, une baisse de vigilance, céphalée, nausée, notamment quand on parle par exemple de CO2 en excès. Des irritations cutanées et respiratoires peuvent apparaître si contact avec certains polluants comme oxyde d'azote, silice cristalline. Et tout ça peut aussi les maladies infectieuses qui sont à transmission respiratoire, en particulier grippe, Covid, coqueluche. Mon confrère va vous détailler tout ça. Elles peuvent être aussi allergisantes, notamment les poussières à la farine, bois, les parfums, ça veut dire les huiles essentielles. Et non pas en dernier lieu, très important, elles peuvent être cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, notamment les poussières, silice cristalline, amiante, les gaz, radon, monoxyde de carbone, le benzène et les aérosols. Et de ce fait, la conclusion, c'est dorénavant que c'est très important de faire une évaluation des risques dans vos locaux, dans vos entreprises, entrepôts, afin de bien maîtriser. Et merci Pascal, si tu peux passer au schéma. Voilà. Les contaminants d'air, il y a plusieurs types de surveillance médicale simple avec un suivi salarié à 5 ans, adapté suivi salarié à 3 ans et SIR, le plus important, suivi renforcé tous les 2 ans
Par exemple, un agent CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique de catégorie 1, doit être impérativement déclaré en CIR. Dans ce schéma, on voit aussi que des examens complémentaires sont importants à faire. Je vais faire un distinguo entre l'examen clinique et les examens complémentaires. Il y a une différence. En général, quand le salarié est devant le médecin, bien sûr, celui-ci pratique un examen clinique général et selon une exposition potentielle ou avérée à des agents chimiques, biologiques, le médecin décide de prescrire plusieurs examens complémentaires afin de réaliser un correct suivi du salarié. Et aussi, on voit que pour la fin de carrière, c'est très important d'avoir un suivi, une visite qui s'appelle visite de fin de carrière. Et là, la traçabilité qu'on a fait dans plusieurs années, elle est très importante. Et ainsi, le suivi post-exposition, il est tout à fait nécessaire pour le reste de sa vie, suivi post-exposition prescrite par le médecin du travail et qui sera mis en place par le médecin traitant par la suite et l'assurance maladie qui va prendre en charge entièrement ce suivi. D'où encore une fois l'importance de repérage et d'évaluation des risques. Maintenant, je vais faire la transition vers les définitions et les rappels réglementaires et je passe la parole à mon collègue Pascal. Oui, donc on va essayer de faire court sur les éléments réglementaires parce que c'est pas le plus agréable, mais c'est quand même, on voulait quand même poser les choses pour vous. Donc on va vous présenter maintenant les réglementations qui s'appliquent pour la qualité de l'air intérieur. Donc la qualité de l'air, ça fait référence à des notions qui sont des locaux pollués. Alors la pollution peut être différente, pollution spécifique ou non spécifique. Ça fait aussi référence à la protection collective, qui peut être de la ventilation locale ou générale, et ça fait référence à l'évaluation des risques. Donc, on va vous présenter ces différents éléments de réglementation assez succinctement, mais vous les aurez. Et effectivement, ce qui est important tout de suite, ce qu'on voit, c'est que c'est important de caractériser vos locaux selon la pollution et selon la ventilation. Et ensuite, vous pouvez faire l'évaluation des risques. Donc, il y a trois éléments super importants qui nous apparaissent importants dans cette qualité d'air intérieur. C'est la ventilation, la réglementation sur la ventilation et de l'air et des locaux de travail. Donc, c'est une réglementation qui s'applique à l'employeur, tout comme la réglementation sur l'évaluation et la maîtrise des risques professionnels et la réglementation sur l'entretien des équipements de protection collective. Voilà, ces trois grandes catégories de réglementation sont importantes à avoir en tête pour assurer une maîtrise des risques sur la qualité d'air intérieur. Pour les maîtres d'ouvrage, une réglementation s'applique également, c'est la ventilation sur le renouvellement de l'air des locaux de travail. Effectivement, donc ces deux textes imposent le maître d'ouvrage sur ce sujet. Et donc effectivement, il y a un dossier qui est super important pour vous pour maîtriser la qualité d'air dans vos locaux, c'est le dossier d'installation de ventilation. C'est un dossier réglementaire qui accompagne les installations de ventilation sur toute leur durée de vie. Et le maître d'ouvrage et l'employeur ont des responsabilités sur ce dossier qui est constitué principalement de deux parties, la notice d'instruction et la consigne d'utilisation. Et on voit que pour ces deux éléments, le maître d'ouvrage et l'employeur ont des responsabilités à assumer dans ce document. Pour tous les détails techniques sur les éléments à renseigner dans ce document, qui est le dossier d'installation de ventilation, consultez le document de l'INRS ED 6008 qui est très bien fait, très facile à lire et exhaustif sur la manière de construire ce document. Alors pour maîtriser la ventilation dans vos locaux, on va essayer d'avoir une approche assez pratique. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire selon la pollution? Alors effectivement, on avait vu qu'il y avait des locaux qui étaient pollués de manière spécifique et des locaux qui étaient pollués de manière non spécifique. Pour les locaux à pollution non spécifique, donc d'origine humaine, il faut suivre la réglementation qui s'impose aux locaux à pollution non spécifique. On la verra tout à l'heure. Et dans certains ERP, les établissements recevant du public, il y a une surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur. Pour les locaux à pollution spécifique,
Donc là, c'est des locaux où il y a une émission de l'utilisation de produits chimiques ou une émission d'agents chimiques ou de micro-organismes. Donc là, il faut respecter la réglementation sur la ventilation des locaux à pollution spécifique. Et ça commence par l'évaluation des risques chimiques et biologiques. Alors pour la partie risque chimique, il faut faire une évaluation des risques et conclure à un risque faible ou un risque non faible. Si le risque est faible, eh bien, ça vous exonère de tout élément de prévention supplémentaire et de tout mesurage. On considère, si le risque est évalué comme faible, que vous êtes en maîtrise suffisante des expositions, donc ça vous exonère de prévention et de mesurage. Par contre, ce risque faible, cette notion de risque faible, elle est interdite pour les substances qui sont classées cancérogènes de catégorie 1, ou bien interdite ou restreinte selon par exemple, le règlement REACH. Donc ça, c'est le risque faible. Et si vous avez un risque non faible, à ce moment-là, il faut mettre en place des éléments de protection supplémentaires, et ça inclut, en général, ça commence même par la ventilation mécanique générale ou locale. Et enfin, pour vérifier que ces éléments de protection sont satisfaisants et protègent efficacement la santé des salariés, il faut respecter les VLEP pour les substances qui sont soumises aux valeurs limites réglementaires. Pour les risques biologiques, je vais laisser la parole à mon collègue Rémi Michel pour vous présenter le sujet de l'évaluation des risques biologiques. Alors oui, concernant les risques biologiques, la démarche est un petit peu différente puisqu'on n'a pas vraiment cette notion de risque faible, risque non faible. Donc la démarche, c'est la suivante. On va d'abord essayer de caractériser un petit peu l'agent biologique ou les agents biologiques auxquels on risque d'être confronté. Donc évaluer le réservoir, c'est-à-dire est-ce que c'est un agent biologique qui se transmet uniquement d'humain à humain, est-ce que il est transmis à l'homme via l'animal ou via l'environnement. Et donc, on va essayer de repérer les réservoirs potentiels dans lesquels peuvent se développer ces agents. Ensuite, on va essayer de caractériser d'identifier leur mode de transmission. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui et en milieu du travail, le mode de transmission principal, ça va être les agents transmis par voie respiratoire, et éventuellement par contact cutané, un peu moins fréquemment par transmission digestive. Et identifier à l'occasion de quelles tâches le salarié va être exposé à ces contaminations. Ensuite, vérifier l'application des moyens de prévention. Alors, les mesures barrières, la vaccination, je pense que vous en avez tous entendu parler en long, en large, en travers au moment de la pandémie de Covid. Donc, tout ce qui a été dit, même s'il y a des choses qui ont été mal dites, c'est des choses qui sont vraies. À partir du moment où on installe des barrières entre les agents, ou les salariés susceptibles d'être contaminés, on limite la transmission. La vaccination, elle, limite le risque de faire des formes graves, bien souvent. Et puis, chose importante, qui est valable à la fois dans le domaine des risques chimiques et biologiques, et je pense qu'on insistera assez là-dessus aujourd'hui, c'est l'aération des locaux. C'est un élément indispensable. Et ensuite également, donc, si vous avez parmi vos salariés des personnes qui sont dites fragilisées, c'est-à-dire des personnes allergiques ou qui sont aux âges extrêmes de la vie, alors ça ne concerne pas trop le monde du travail, mais également donc, les personnes qui ont un déficit immunitaire, que ce soit un déficit inné ou acquis, ces personnes-là, il faudra les surveiller de près et vraiment essayer d'éviter l'exposition de ces personnes aux différents agents biologiques. Je repasse la main à Pascal. Ok, donc on va maintenant voir détailler les locaux à pollution non spécifique et spécifique. Alors on va commencer par le plus simple, c'est les locaux à pollution non spécifique. L'objectif, on l'a déjà dit, c'est de réduire la pollution au plus bas niveau, la pollution qui est d'origine humaine, donc l'humidité et le CO2. Alors ça peut vous paraître des petites pollutions, mais le législateur considère malgré tout ces émissions comme des pollutions. Alors il y a des valeurs minimales à respecter pour les locaux à pollution non spécifique, et le volume des locaux par occupant. Alors selon l'activité, il y a des volumes qui sont prescrits. Et c'est aussi le débit. Alors ça, c'est quand c'est la ventilation naturelle permanente qui est choisie. Donc l'ouverture de fenêtre. Voilà, sachez que quand vous décidez d'avoir une aération par ouverture de fenêtre, vos locaux doivent respecter un volume minimal par occupant. Par contre, si vous avez une ventilation mécanique qui est en place, là vous devez assurer un débit minimal par occupant pour la ventilation. Et là, donc effectivement, selon le type de locaux, il y a différents débits qui sont prescrits par la réglementation de renouvellement d'air. Occupant.
Alors, pour les locaux à pollution non spécifique, en général, les valeurs limites d'exposition professionnelle sont souvent respectées. Il n'y a pas vraiment de sujet à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes dans le tertiaire et que vous avez besoin d'avoir des valeurs repères, c'est plutôt les valeurs guides de l'air intérieur, les VGAI, qui sont à atteindre pour vous. Alors, pour les locaux à pollution spécifique, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est quand même assez simple à gérer. Donc, l'objectif là, cette fois-ci, c'est de renouveler l'air pour éliminer et réduire la pollution d'origine humaine, oui, et en plus celle qui est liée à vos activités. Et en pollution spécifique, la ventilation seule mécanique, c'est la seule façon de garantir des débits de renouvellement d'air. En fait, on déconseille vraiment l'aération, la ventilation naturelle permanente en locaux à pollution spécifique. Parce que il y a des périodes comme l'hiver notamment où on n'ouvre pas les fenêtres. Donc le niveau de pollution augmente rapidement dans les ateliers. Donc pensez que si vous avez une pollution spécifique, pensez ventilation mécanique, c'est automatique. Donc il y a les valeurs minimales à respecter en ventilation mécanique dans les locaux à pollution spécifique sont les mêmes que les valeurs minimales à respecter en locaux à pollution non spécifique. Donc c'est une petite subtilité, mais en fait c'est finalement assez simple puisqu'il y a qu'une seule gamme de valeurs à respecter, c'est celle des locaux à pollution non spécifique. Et là par contre vous avez des émissions, des activités qui émettent des polluants, donc vous devez respecter les valeurs limites réglementaires contraignantes. Et donc ça, vous devez démontrer cela tous les jours de l'année, en toutes circonstances. Et donc effectivement, il y a une maîtrise de risque qui est nécessaire si le risque est évalué comme non faible. Donc ça encourage le déploiement d'une stratégie de prévention et d'un mesurage pour vérifier que cette stratégie de prévention est efficace. Si vous êtes très performant sur votre stratégie de prévention, donc vous respectez déjà les VLEP, vous pouvez ambitionner d'aller respecter les valeurs guides de l'intérieur. C'est pas impossible non plus. Avec des bonnes stratégies de prévention, on arrive à abaisser vraiment le niveau d'exposition des salariés, même avec une pollution spécifique. Alors pour les principes de base pour assainir les locaux à pollution spécifique, alors on va reprendre la logique de prévention générale, on supprime les polluants, ensuite on les capte et on les évacue, ensuite on peut éventuellement les capter avec un recyclage d'air, ensuite on apporte une ventilation générale pour diluer ce qu'on n'a pas pu évacuer, donc on va abaisser le niveau de pollution par dilution, et enfin compenser les extractions d'air par un apport d'air neuf qui est lui seul capable de diluer vraiment les pollutions par ventilation mécanique contrôlée. Attention, si vous choisissez d'utiliser des captages avec recyclage, les 6 points qui sont mentionnés dans cette diapositive doivent être respectés. Enfin, c'est la réglementation qui prévoit cette obligation. C'est-à-dire que vous devez respecter en même temps tous ces 6 points pour être sûr que votre recyclage il est bien conçu et bien utilisé. Donc en fait, le captage avec recyclage est très exigeant, beaucoup plus exigeant que le captage avec évacuation, notamment. Alors il y a comment savoir si votre installation elle est efficace? Alors il faut réaliser des mesures de vitesse d'air et par un professionnel ou quelqu'un qui est formé dans votre entreprise. Et il faut avoir une idée des valeurs repères pour savoir si vous êtes dans la bonne gamme. Alors il y a des valeurs repères sur le captage des polluants, la vitesse de captage, donc selon la vitesse de dispersion des polluants, elle peut aller de 0,4 à 10 mètres par seconde. Et la vitesse de transport en gaine, donc là c'est plus du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc ces vitesses de transport, elles dépendent de la nature du polluant et elles vont de 5 à 23 mètres par seconde et plus dans certains cas. Donc vous voyez que les vitesses d'air, les gammes de vitesses d'air sont pas du tout du même ordre selon si on parle des vitesses de captage et de la vitesse de transport. Donc soyez vigilants sur ce point. Il existe heureusement des nombreux guides pratiques de ventilation par secteur d'activité, par substance. C'est l'INRS qui a fait ces documents avec l'aide des CARSAT. Et du coup, je vous encourage à aller les consulter pour en trouver des spécifiques à votre activité et à vos substances. À avoir en tête pour avoir une démarche résumée, donc il faut bien sûr considérer que tous les locaux sont pollués et qu'ils doivent être aérés et ventilés. Donc il faut tout premier définir la pollution et la ventilation qui est en présence dans vos locaux. Ensuite, dans chaque local, il faut questionner la ventilation qui est en place. Et ensuite, se poser la question s'il y a des émissions de polluants, si on respecte les valeurs réglementaires contraignantes, ou bien les VGAI si vous êtes très ambitieux. Ensuite, donc, si nécessaire, on évalue les risques
avant d'investir? Oui, parce que si l'évaluation conduit à un risque faible, vous n'avez pas besoin d'investir. Donc, pensez à bien réaliser cette démarche d'évaluation. Elle peut vous faire gagner à la fois du temps d'investissement et d'équipement d'un atelier et de l'argent. Ensuite, si vraiment vous avez besoin d'investir, pensez à bien valider un cahier des charges de performance avec votre installateur avant de signer. Et enfin, une fois que vous avez votre installation qui est installée et qui fonctionne, suivez ses performances pour l'entretenir régulièrement et maintenir un niveau de protection adéquat. Alors, si vous avez besoin d'aide pour mesurer et réaliser des mesures dans vos ateliers, alors concernant les polluants ou bien concernant les vitesses d'air, il existe une offre complémentaire à l'AST Grand Lyon. N'hésitez pas à contacter votre équipe santé-travail pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette offre complémentaire et vous aurez des solutions plus simplement. Là, encore une fois, ça vous fera gagner du temps sur la recherche de prestataires et sur la méthodologie. Et on vous a aussi mis les aides disponibles proposées par la CARSAT sur les investissements dans les équipements de protection. Et on vous a mis en référence également à droite la liste des fournisseurs et des prestataires qui sont agréés par la CARSAT. Donc, vous avez tous les éléments pour contacter les bonnes personnes et savoir si vous pouvez profiter d'aide financière de la CARSAT. On va maintenant faire un focus sur des pollutions qui sont assez fréquentes dans les locaux de travail. Et on va commencer par les poussières et les particules. Donc, on va faire un petit rappel sur l'origine des poussières. Les poussières, elles sont présentes déjà dans de nombreux secteurs, émises par de nombreux procédés et nombreuses matières. Donc, en fait, les poussières, on les retrouve partout, alors en plus ou moins grande quantité, mais elles sont quand même assez ubiquitaires dans les ateliers et dans les entreprises, même du tertiaire. Quelques ordres de grandeur sur les poussières. Les plus fines qui nous intéressent, celles inférieures à 100 micromètres, les poussières inhalables. Leur vitesse de chute, alors ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais leur vitesse de chute, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est similaire à l'agitation naturelle de l'air. Donc en fait, et les particules qui sont encore plus fines, les PM10, les PM2,5, les PM1 et les PM0,1, leur vitesse de chute, elle est négligeable. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la propagation des poussières dans l'atelier, elle est très soumise au courant d'air. Et donc, il faut vraiment être vigilant à ne pas remettre les poussières en suspension parce qu'en fait, vous allez les redisperser et elles vont à nouveau rester en suspension pendant un très long moment dans l'air. Je vais laisser maintenant la parole au Dr Sweticescu pour évoquer les effets des poussières. Je te remercie, Pascal. Alors, oui, effectivement, les poussières en hygiène au travail ne doivent pas du tout être ignorées. Comme pour toute catégorie d'aérosols, elles peuvent être inhalées et pénétrer plus ou moins profondément dans le système respiratoire. On distingue ainsi trois fractions, la fraction inhalable, thoracique et alvéolaire. La fraction inhalable se réfère à la taille des particules de moins de 100 micromètres. De plus de 100 micromètres, elles sont des fractions des particules ayant une probabilité d'être inhalées par le nez ou par la bouche. Celle thoracique, elle est comprise entre 4 micromètres et 10 micromètres, et ce sont des fractions qui pénètrent dans l'arbre respiratoire dans un pourcentage, une probabilité de pénétration de 50% au-delà de la larynx, d'où les effets peuvent être plus importants. Et la fraction alvéolaire, taille de particules de moins de 4 micromètres qui ont une probabilité de pénétration de 50%, et ce sont des fractions des particules qui pénètrent dans l'arbre respiratoire au-delà des bronchioles non ciliées à l'intérieur des alvéoles, ce qui augmente bien évidemment les problématiques de santé de plus en plus importantes et sérieuses. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Encore une fois, pour la fraction inhalable, les tailles des particules sont moins de 100 micromètres. Merci Pascal de suivre. Les poussières sans effet spécifique, elles ont une toxicité, a priori une surcharge pulmonaire. La taille des particules comme présenté auparavant est très importante, et aussi la composition des particules de priorité. L'importance de la composition elle est évidente parce que selon ça,
les pathologies peuvent toucher pas que l'arbre respiratoire, mais aussi d'autres organes lors de la dissolution des particules, qui entraînent par exemple le passage dans l'organisme des substances dangereuses, notamment les fractions alvéolaires. Toute poussière non connue réglementairement pour une toxicité spécifique sont seules mais spécifiques et sont par exemple farine, carton. Et pour ces poussières non spécifiques, il y a des valeurs réglementaires en cas d'exposition professionnelle. Pour la fraction inhalable, pour rappel, celle qui a un diamètre de moins de 100 micromètres sur 8 heures, c'est 4 mg par mètre cube. Et pour celle alvéolaire, moins de 4 micromètres, la VLEP sur 8 heures est de 0,9 mg par mètre cube. Et maintenant, je veux ajouter que c'est très important, après le repérage et l'évaluation des risques, c'est très important de transmettre les informations aux médecins du travail pour une correcte conduite à tenir envers les salariés. Et maintenant, je passe la parole à ma consoeur, le docteur Irina Zandra. Merci Marina. Je vous présente dans ce tableau quelques exemples de faits sur la santé. La pédicule que vous avez entendu parler, je pense, sur sa fraction alvéolaire. On retrouve ce type de poussière dans plusieurs secteurs d'activité, en lieurie, cristallerie, dans la fonderie, en industrie de la terre, de construction, en fabrication de prothèses dentaires, en industrie du bâtiment. Le Centre international de recherche sur le cancer de CIRC a classé cette substance comme cancérigène avéré pour le cancer pulmonaire. En France, selon l'arrêté de Vinci octobre 20, les travaux exposant à cette poussière sont considérés comme cancérigènes également. Le style médical est ciblé sur la surveillance des fonctions pulmonaires selon les recommandations de Haute Autorité de Santé de 2021 qui indique les examens à prescrire ainsi que leur périodicité selon l'intensité d'exposition, post ou intermédiaire. Pour le style post-professionnel, le post-profession, la densité de cette exposition et aussi joue le rôle important pour le plan du travail. L'amiante, même si il reste, en fait, c'est pas la même utilisation que c'était dans les années 80 et 90, mais il reste les secteurs d'activité avec cette exposition. Comme exemple, les travaux de retrait d'amiante, secteur BTP, secteur de traitement de déchets, les travaux sur des terrains amiantés. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes pour l'homme par le CIRC et l'Union européenne. Plusieurs cancers qui sont en cause, cancer du poumon, du larynx, de verre. Le style médical est ciblé sur la surveillance de fonctions pulmonaires selon recommandation de HAS de 2019 qui indique les examens ainsi que leur périodicité selon aussi l'intensité d'exposition ou intermédiaire. Poussière de bois, selon le CIRC, il est reconnu comme cancérogène avéré pour l'homme, pour le naropharynx, pour les fosses nasales et le sinus de la face. En France, l'arrêté du 26 octobre 2020 considère les travaux exposant à poussière de bois inhalable comme cancérogènes. L'étude médicale s'effectue selon les recommandations qu'on a actuellement de bonnes pratiques. Irina, est-ce que tu peux parler plus près du micro? Visiblement, les auditeurs n'entendent pas bien ce que tu dis. D'accord. Je m'approche, vous attendez mieux. Pascal, tu peux passer à nous approche, s'il vous plaît. Oui. Voilà, concernant les poussières avec effet sur la santé, pour ces métalliques, si on retrouve dans les plusieurs secteurs de métallurgie, ensuite dans la composition de fumée de soudage. Dépend de matériaux de métal, comme un exemple, la phase d'acier inox, à l'exposition au chromis et au nickel est possible. Le CIRC a classé les fumées de soudage comme cancérogènes avérés pour l'homme, pour le cancer pulmonaire.
Ils ne sont pas classés par l'Union européenne. Néanmoins, plusieurs constituants des fumées de certains métaux, chrome 6, nickel, beryllium, etc., sont classés par l'Union européenne comme cancérigènes avérés ou probables. En plus, comme vous pouvez voir dans ce tableau, le cobalt métal est aussi connu comme génotoxique et le plomb, en plus de sa toxicité pour plusieurs raisons, est reconnu comme réotoxique. Le chimical est ciblé plus sur la surveillance de fonctions pulmonaires. Et dans ce tableau, vous voyez les exemples d'auto avec le traitement par l'Union européenne, l'effet sur la santé, les valeurs d'expression additionnelle et les exemples de médical. En plus, la surveillance biologique des expositions aux métaux et aux autres contenus est possible. Il consiste à mesurer dans le sang, dans l'urine, dans les chevaux, ou dans l'air expiré des travailleurs exposés le niveau d'indicateurs biologiques d'exposition. Elle est complémentaire de la surveillance des atmosphères. Elle permet d'assumer l'évaluation de l'exposition au poste de travail et de préciser la quantité de substances réellement fixées dans l'organisme. On a la base de données des valeurs de classification, c'est le biotox, notre essence. La surveillance présente un intérêt particulier pour évaluer des expositions à des éléments volatiles ou avec une bonne façon cutanée. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, le benzène comme un exemple. Ayant des effets cyclatifs comme les métaux lourds, comme l'exemple de situation où les mesures des concentrations atmosphériques captées, du fait du port de protection individuelle par exemple, ou difficilement réalisable. Travail en espace confiné, déplacement fréquent, etc. Peut-être en conclusion que ma collègue aussi a évoqué, que l'information concernant le poste de travail de salarié, avec la précision de tâches de travail, de type de produit, de sa durée et de sa quantité d'utilisation, l'organisation de prévention collective et individuelle est très importante dans le médecin du travail pour définir le suivi médical adapté, les réelles expositions, ensuite pour établir le programme de suivi post-professionnel ou post-exposition pour les salariés qui quittent les entreprises ou passent à la retraite. Je passe la parole à Dr. pour continuer la présentation. Ok, donc nous allons maintenant, désolé pour la qualité du son, on est vraiment de notre outil qui malheureusement aujourd'hui est pas très opérationnel. De toute façon, vous aurez les slides, donc si vous avez des questions sur le contenu des slides, nous serons toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc on va maintenant effectivement évoquer les composés organiques volatiles et semi-volatiles. Alors vous avez probablement jamais entendu parler des composés organiques semi-volatiles, mais vous allez tout savoir sur eux dans un instant. Donc déjà, les composés organiques volatiles, c'est toutes les substances qui sont gazeuses ou qui s'évaporent facilement dans les conditions normales. Et les composés organiques donc les composés volatiles, ils sont gazeux ou vapeur, mais c'est toujours des gaz. Les composés organiques semi-volatiles, donc c'est des substances qui sont présentes sous forme gazeuse et condensée, donc liquide ou solide. Et donc elles peuvent être sous forme gazeuse dans l'air et elles peuvent être sous forme condensée dans l'air également, sous forme de particules ou déposées à la surface des poussières. Elles peuvent être aussi condensées à la surface de toutes les surfaces. Donc les bureaux, les murs, les plafonds, les objets, les claviers d'ordinateur, toutes les surfaces peuvent accumuler des composés organiques semi-volatiles et du coup entraîner des expositions quand on pose la main ou quand on tapote sur le clavier d'ordinateur. Alors ça, c'est les composés organiques semi-volatiles. Ils sont un petit peu plus subtils que les composés organiques volatiles. Donc, vous avez mis des exemples pour les deux catégories de composés organiques, des exemples de substances, des exemples de produits, des exemples de secteurs d'activité. Voilà, vous pourrez consulter ces informations en autonomie. Voilà, l'objectif était de vous présenter la différence entre les volatiles et les semi-volatiles. Alors, comment est-ce qu'on distingue un semi-volatile d'un volatile? Donc là, ça va être un petit peu technique, je suis désolé, mais c'est nécessaire, il n'y a pas d'alternative. Il y a des grandeurs physiques qui permettent de distinguer des composés organiques volatiles et des composés organiques semi-volatiles.
c'est la température d'ébullition ou bien la pression de vapeur saturante. On voit qu'il y a deux modèles, hein. Il y a le modèle de l'Agence de l'environnement américaine qui, eux, utilisent la température d'ébullition et ils définissent que les volatiles, ça s'arrête à 240 degrés de point d'ébullition. Au-dessus, on passe au semi-volatile et jusqu'à 400 degrés. Et au-delà de 400 degrés, c'est les substances qui sont dites non volatiles. Et en France, on n'utilise pas la température d'ébullition des substances, on utilise plutôt la pression de vapeur saturante. Et donc, il y a d'autres valeurs. Et ça permet d'identifier d'autres substances qui sont également caractérisées et définies comme semi-volatiles. Donc, on voit que la traduction graphique de ces différences de définition, elle se traduit sur le schéma qui est à droite. On voit bien qu'il y a deux façons différentes de définir la gamme de semi-volatilité. Et on voit que les substances qui sont incluses sont pas les mêmes. Enfin, pas obligatoirement les mêmes. Voilà, je vais repasser la parole au Dr Jean pour vous présenter les différents effets et les différents suivis médicaux sur des exemples de substances volatiles et semi-volatiles. Merci Pascal. Quelques exemples de substances organiques volatiles. Le formaldéhyde, à raison de sa forte réactivité, il est utilisé dans de nombreux secteurs d'activité, santé, fabrication de matériaux polymères, etc. Selon le CIRC, il est reconnu comme cancérogène avéré pour l'homme, le cancer du nerf de pharynx, du sang pour la leucémie, et suspecté comme cancérogène pour les fosses nasales et sinus de la face. En France, selon l'arrêté du 26 octobre 2020, les travaux exposant cette substance considérés comme cancérogènes. Le benzène est utilisé notamment dans de nombreuses synthèses chimiques. Il est intermédiaire de synthèse de nombreux produits base, dans la marchandises fabriquées, dans des secteurs industriels variés, élastomère, colorants, psychiques, détergents, solvants, etc. Il est classé par le CIRC et l'Union européenne comme cancérogène pour l'homme pour le cancer du sang, la leucémie. Le suivi médical est ciblé sur surveillance de fonction et hématopoïétique. Comme c'était précisé avant, le dosage de valeur d'exposition biologique pour le benzène a son intérêt suite de sa bonne pénétration cutanée. Pour les substances semi-volatiles, comme un exemple, l'hydrocarbures aromatiques polycycliques, HRP, c'est une famille de substances qui regroupe plusieurs centaines de composés. Ils sont présents dans le charbon, le pétrole et d'autres produits de destruction. Ils sont formés également lors de la combustion ou la pyrolyse de matières organiques. En France, nombreux salariés exposés à ces substances dans les plusieurs secteurs d'activité. Selon le CIRC, un des composés, les benzopyrènes, est classé comme cancérogène, avéré pour le cancer cutané. D'autres composés classés comme probables ou possibles cancérogènes pour les cancers de poumon, du cancer cutané, pour de la vessie. Certaines activités ou procédés classés comme cancérogènes, je cite certaines à base de houille sur le moteur diesel, pour le cancer pulmonaire. Et juste pour préciser que selon l'enquête de SAMER de 2010, 800 000 salariés ont été estimés exposés aux émissions de moteurs de diesel. Production d'aluminium, comme aussi activité pour le cancer pulmonaire, cancer de vessie, création de goudron d'eau. Suivi médical existe pour la fonction respiratoire, rénale, cutanée. Il y a intérêt également de dosage de valeur d'expression biologique à ces substances suite à très bonne pénétration cutanée de DHAP. Je passe la parole à Dr Théo Tescu pour présenter les effets sur la santé de CO2. Oui, merci beaucoup Irina. C'est au sujet du CO2 et la question qui se pose si il est toxique. Il est non classé selon CLP parce qu'il n'a pas de pictogramme ni de mention de danger. Le CLP, en français, on dit classification, étiquetage et emballage des produits. La valeur limite d'exposition professionnelle en France, elle est indicative et sur 8 heures, elle est à 5000 parts par million, 9000 mg par mètre cube. On peut décrire une toxicité aiguë et une toxicité chronique. Dans le cadre de la toxicité aiguë, à forte concentration, ça veut dire un pourcentage de 30% ou plus de CO2, l'asphyxie
intervient et ça peut entraîner la mort de la personne. À concentration plus faible, il y a des effets variables selon la physiologie du sujet, âge par exemple, conditions climatiques, la température extérieure, pression en oxygène, et tout en sachant que c'est un signal d'alerte, les premiers signes arrivent à une concentration de 2% et les premiers signes graves à partir de 5%. Concernant la toxicité chronique, vous voyez qu'on a essayé de mettre pour plusieurs types de concentration de moins d'1%, pas de variation des paramètres biologiques. À partir de 1% jusqu'à 3% progressivement, il y a une augmentation de pression artérielle qui augmente et d'autres symptômes arrivent, par exemple, baisse du pH artériel à 3% avec une acidose respiratoire. À partir de 4%, déjà les symptômes, les signaux se multiplient, se généralisent avec des céphalées, gastralgie au repos, asthénie, extrasystole. Et bien évidemment, au-delà, le seuil de tolérance est clairement dépassé. Et dans aucun de ces cas, des modifications de performance psychomotrice n'ont pas été mises en évidence, mais ce que c'est à retenir, c'est que sa concentration est très importante et dès qu'elle monte, les effets peuvent être irréversibles et même mortels. Je vous remercie et maintenant je donne la parole à mon collègue Pascal Rouge. Oui, donc on voit que le CO2 il est toxique, mais modérément toxique. Donc on ne vous a pas présenté ces informations pour vous alerter plus que ça, mais malgré tout, il a un intérêt le CO2, c'est qu'il peut servir d'indicateur du taux de renouvellement d'air. Pour savoir si par exemple vous choisissez pour vos salles de réunion des fenêtres, pour définir combien de temps il faut les ouvrir, au bout de combien de temps, vous pouvez, grâce à un outil de l'INRS, évaluer l'augmentation du niveau de CO2 dans vos salles de réunion en fonction du volume de la pièce, du nombre d'occupants et de la durée de la réunion. Cet outil, il a été mis en place lors du Covid parce que lors de effectivement cette pandémie, il avait été fixé le seuil de 800 ppm de CO2 à respecter dans les locaux. Donc, il fallait trouver une solution pour savoir si on est bien en dessous de 800 ppm. C'est un outil qui est très simple à utiliser, c'est un classeur Excel, je vais vous montrer tout de suite comment on s'en sert. Donc on renseigne la surface du local, le volume du local, le débit d'air neuf présent dans le local. Donc là on a mis 1, mais c'est parce qu'on ne peut pas mettre 0. Là on a fait la simulation d'une réunion qui dure 90 minutes avec 8 personnes dans un local qui fait 75 mètres cubes. Et vous allez voir que quand on calcule la modélisation, on trouve que au bout d'une heure et demie, la fin de la réunion, on est à 2808 ppm de CO2. Donc, si la réunion dure 2 fois plus longtemps, par exemple 3 heures, eh bien, on est déjà au niveau de toxicité du CO2. Donc, attention, le CO2, ok, il est modérément toxique, mais si on prend vraiment aucun moyen pour baisser cette concentration dans les salles de réunion, le taux peut monter très rapidement. Et là, on voit que si on doit respecter le seuil de 800 ppm dans le cadre d'une pandémie comme le Covid, eh bien là, dans ce cas-là, le seuil de 800 ppm était dépassé au bout de 14 minutes. Donc on voit que une salle de réunion, la qualité de l'air peut vraiment baisser, et en situation de pandémie, il faut vraiment penser à aérer vraiment le plus possible pour garder une qualité d'air suffisante. Donc, je vais maintenant laisser la parole au Dr Michel pour nous parler des micro-organismes et de leurs effets potentiels sur la santé. Merci Pascal. Donc oui, ces micro-organismes, c'est tous les organismes vivants, donc les bactéries, les champignons, les virus. Donc vous voyez, tout à l'heure, on vous a parlé des PM 2,5 microns. Vous voyez que on est dans des domaines où la taille est encore plus petite. On est dans des domaines inférieurs au micron. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on baigne en permanence au milieu de ces agents biologiques, que la plupart sont inoffensifs pour l'homme, heureusement, mais que certains peuvent provoquer des maladies, et en particulier au travail, soit des infections, soit des allergies sous forme d'asthme, par exemple.
Alors, il y a deux grands types de transmission de ces agents biologiques qu'on peut retrouver dans le milieu du travail. C'est tout d'abord la transmission directe interhumaine. Donc, ça concerne principalement les agents transmis par voie aérienne. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le Covid, mais c'est la grippe, c'est toutes ces maladies, et notamment ces viroses hivernales. Et d'autres maladies qui sont plutôt à transmission indirecte, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se transmettre d'homme à homme, mais les agents biologiques vont être présents dans l'atmosphère ou sur les surfaces contaminées, et on va se contaminer comme ça. Pascal, c'est toi qui me change les diapos, non. Donc, tout d'abord, les micro-organismes à transmission interhumaine, c'est transmis lors de la toux, des éternuements. Donc, parmi les principales maladies, j'évoque ici la tuberculose, la coqueluche. Vous avez peut-être entendu parler récemment de la coqueluche parce qu'il y a une épidémie depuis quelques mois qui sévit en Europe et en France. Donc, c'est important aussi d'être vacciné, notamment chez les parents ou les personnes, les salariés qui ont des projets parentaux. Et puis toutes les viroses hivernales, la grippe, la bronchiolite, le Covid, dont on entend parler encore un petit peu actuellement. La prévention, j'insiste une fois de plus, ça passe d'abord par l'aération régulière des locaux, et puis tout ce qui a été dit au moment de la période Covid. Donc, il y a des gens qui ont appris que se laver les mains, c'était bien, d'éternuer dans son coude ou respecter une distance entre les personnes, ça a évité de se transmettre les maladies. Et puis, au besoin, quand vous êtes grippé, entre guillemets, ça peut valoir le coup de mettre un masque chirurgical, ça suffit bien souvent. Alors, avant, ce n'était pas trop dans les mœurs, dans nos contrées, contrairement à l'Asie, par exemple. Et actuellement, ça ne choque plus personne de voir des gens porter un masque dans la rue ou à l'occasion de réunions. Et puis, pour certaines maladies, il y a des vaccinations qui sont possibles. Oui, c'est bon. Diapo suivante. Concernant les micro-organismes que j'appelle environnementaux, c'est ceux qui vont être présents dans l'atmosphère et qui se transmettent très peu, voire pas en transmission interhumaine d'un individu à l'autre. Il y en a deux pour lesquels je voudrais faire un tout petit focus, l'aspergillose et la légionellose. Donc, l'aspergillose, c'est une maladie qui est liée à un champignon. Alors, ce champignon qu'on appelle Aspergillus, vous le voyez ici dans sa boîte de pétri, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu un peu partout dans votre frigo quand vous laissez traîner des choses. Donc, c'est un champignon qui est à peu près partout et il va se disperser dans l'air et toute la population est exposée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, ce champignon, il est dans la grande majorité des cas complètement inoffensif. Malheureusement, pour les personnes qui ont une baisse de leur immunité, que ce soit parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils ont des traitements immunosuppresseurs, eh bien, ces champignons peuvent entraîner des maladies pulmonaires qui peuvent être très sévères. Et les premiers signes, donc c'est de la toux, des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques, de la fièvre. Alors, comment éviter ça? Pour les gens qui se savent un peu fragiles, éviter les chantiers en construction. En fait, classiquement, dans les locaux d'habitation, c'est quand il y a des gros travaux et qu'on va casser les murs. Donc là, l'aspergillus qui est dans les murs, il va être aérosolisé et les personnes fragiles vont se contaminer et tomber malades. Après, il y a d'autres endroits qui peuvent être des lieux d'exposition, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à partir du moment où il y a des gros travaux de maçonnerie, il faut faire attention aux personnes fragiles. Et l'eau de Javel marche très bien pour nettoyer les surfaces, pour décontaminer les surfaces qui peuvent être contaminées. Une diapo suivante. Donc l'autre maladie dont je voulais parler, c'est la légionellose, donc qui est liée à une bactérie. Là aussi, cette légionelle, c'est une bactérie qui est présente un petit peu partout et elle prolifère très bien, elle se sent très bien dans l'eau tiède à chaude, donc tout ce qui est eau inférieure à 45-50 degrés. Donc ça concerne principalement dans le domaine du travail les réseaux d'eau chaude sanitaire, les tours aéro-réfrigérantes et puis les milieux particuliers, tout ce qui est sauna, enfin sauna encore, il fait un peu chaud dans les saunas, mais tout ce qui est activité thermale. Là, vous voyez la photo en haut à droite, ça vous montre une pomme de douche qui est complètement entartrée. Et donc, effectivement, un des grands lieux de contamination par la légionelle, c'est les douches qui sont utilisées de façon très épisodique. Alors, si vous avez ça
dans vos entreprises, des douches qui servent une fois tous les 15 jours ou tous les mois. Il faut être méfiant, il faut inciter les salariés qui prendraient leur douche dans ces endroits-là à ne pas hésiter à faire couler l'eau pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de commencer à prendre leur douche. Alors là aussi, dans la grande majorité des cas, ça donne un petit peu de fièvre, un petit peu de tout, mais des maladies qui ne sont pas bien méchantes. Et puis, chez des personnes qui sont un petit peu à risque, les personnes âgées de plus de 50 ans, qui sont des gros fumeurs, qui ont éventuellement, liées à ce tabac ou pas, des maladies chroniques ou des maladies immunosuppressives. Là, c'est des personnes à risque et ces personnes peuvent faire des véritables légionelloses qui peuvent être là aussi de pronostics très défavorables, avec parfois des décès. Donc là, la surveillance, la prévention, c'est surveiller les légionelloses et la température de l'eau chaude sanitaire. En général, si vos ballons d'eau chaude sont à plus de 50 degrés, vous diminuez bien le risque de prolifération de ces bactéries. Des mesures correctrices en cas de présence de légionelles. Alors, il y a des établissements et des activités pour lesquelles il y a obligation de surveiller l'eau du réseau sanitaire. À partir du moment où il y a des légionelles au-dessus d'une certaine concentration, il y a des actions à mener, notamment des chocs thermiques ou des chocs chlorés. Là, il y a des guides qui existent qui vous permettent de le faire ou de demander à votre médecin du travail des conseils. Et puis, chaque fois que vous avez un cas de légionellose, alors on sait pas toujours si c'est contracté à domicile, dans le milieu privé ou dans le milieu professionnel. Donc, c'est important de faire une enquête pour essayer de voir d'où vient la contamination, éviter les contaminations secondaires au même endroit, donc par la réalisation de ces mesures correctrices. Donc, voilà, je crois que… Et vous avez à droite la référence pour le guide de prévention des légionelloses et les obligations en cas de certaines installations. Voilà, je crois que je vais… Non, j'ai encore une diapositive. Donc, concernant le suivi en santé au travail, donc pour vous, pour essayer de classifier un petit peu, de déterminer quel type de surveillance doit bénéficier votre salarié. Schématiquement, on distingue donc les agents biologiques pathogènes en 4 catégories. Vous voyez le tableau ici. On part du groupe 1, les agents qui ne sont pas dangereux pour l'homme, au groupe 4, qui sont les agents pathologiques dangereux pour l'homme, avec un risque de transmission interhumaine très élevé, et puis en général, absence de traitement ou de prévention par un vaccin, par exemple. Donc, pour tout ce qui est agents, risque, il y a des agents biologiques 1 et 2. Ce n'est pas la peine d'avoir un suivi particulier pour les salariés. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un suivi individuel simple ou adapté, avec des visites tous les 5 ans. Ça concerne, par exemple, la plupart des agents en crèche, les agents qui travaillent en crèche. Il n'y a pas besoin de les placer en suivi individuel renforcé. Par contre, à partir du moment où on va être exposé à des agents plus dangereux, c'est le cas des laboratoires, c'est le cas des personnels hospitaliers, notamment dans des services de réanimation, dans des services de pneumologie, où là, on a des agents qui sont bien souvent résistants à la plupart des antibiotiques. À ce moment-là, les gens doivent être classés en suivi individuel renforcé et être vus en visite périodique tous les 2 ans et non plus tous les 5 ans. Donc, pour vous aider éventuellement quand vous vous posez des questions, vous avez la liste des agents pathogènes et leur classification qui est mise régulièrement à jour. La dernière mise à jour date de 2021. Et puis, je vous ai mis en bas également le lien pour essayer de naviguer dans ce grand tableau qui fait un certain nombre de pages. Voilà, je laisse la parole maintenant à Marie qui va vous parler, je crois, du radon. Tout à fait, merci donc docteur Michel. Donc moi je vais vous parler d'une pollution qui est ni du risque chimique ni du risque biologique, mais là on parle de risque radiologique. En fait c'est une pollution naturelle, donc c'est un gaz radioactif qui est inodore et incolore. Donc ça signifie qu'en fait on va pouvoir seulement soit supposer sa présence dans l'air, ou alors tout simplement le mesurer. Donc pour vous faire un petit peu sa carte d'identité, donc en fait c'est un gaz qui est issu de l'uranium, qui est lui-même contenu dans certains sols, et plutôt dans le socle rocheux.
de la croûte terrestre et il va remonter au niveau de la surface et s'introduire dans les locaux, que ce soit les locaux de travail ou les locaux d'habitation. Donc en fait, on est vraiment tous concernés et c'est pour ça que c'est un risque qu'il faut bien prendre en compte en termes d'évaluation. Alors, je dirais que c'est un gaz qui provient de certains sols principalement qui sont riches en granit ou en roches magmatiques. Donc on le retrouve de manière très diversifiée sur le territoire français. Mais en tout cas, sachez-le, sur l'agglomération lyonnaise, il est bien présent, mais encore une fois, réparti de manière très inéquitable. Donc on va venir un peu plus en détail là-dessus, mais vraiment, c'est important de le savoir. Il est classé comme cancérigène pulmonaire, certain. Donc ça, on n'a aucun doute là-dessus. Il est responsable d'environ 3000 décès par an en France. Donc ça, c'est une source ministérielle qui le dit. Et on va estimer, en fait, on va plutôt mesurer sa concentration dans l'air, ce qu'on appellera son activité volumique, en becquerel par mètre cube. Donc par rapport à ça, le Code du travail va fixer ce que l'on appelle une valeur de référence, qui est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, à ne jamais dépasser. Et je vous disais tout à l'heure qu'en fait, on va évaluer finalement sa présence dans l'air. L'évaluation du risque radon, elle est maintenant une obligation réglementaire pour tous les employeurs à faire apparaître dans le document unique d'évaluation des risques professionnels pour tous les locaux de travail qui sont situés en sous-sol ou en rez-de-chaussée. Alors, comment on va évaluer le risque d'exposition au radon? Avant de démarrer tout de suite sur le mesurage, c'est quelque chose qui est possible à faire, mais on peut passer par ce qu'on appelle une analyse documentaire pour estimer sa présence ou non. C'est vraiment une estimation, ça ne permet pas de savoir de manière certaine, mais en tout cas, ça permet d'éliminer les principaux risques. On va avoir dans les critères de l'analyse documentaire, donc ici, c'est des critères qui ont été définis par le ministère, notamment par la Direction générale du travail. Donc, en premier critère, ça va être de qualifier l'importance de la source radon. C'est ce qu'on appelle le potentiel radon. Et ce potentiel radon, vous allez le retrouver directement sur le site de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est l'IRSN, où en fait, vous avez directement un moteur de recherche, vous pouvez taper carte radon sur Google, vous allez tout de suite le retrouver. En interrogeant le moteur de recherche, vous saisissez le nom de votre commune et il va vous donner un classement de votre commune de 1 à 3. Ce classement, il permet de déterminer si vous êtes sur une commune à risque faible, donc c'est catégorie 1, ou à risque fort, c'est catégorie 3. Vous pouvez être en catégorie 2, c'est ce qu'on appellerait modéré. C'est vraiment une probabilité de risque de présence du radon sur votre territoire. Donc ça signifie pas du tout que vous êtes forcément sur une zone radon dans vos locaux de travail. Par contre, si vous êtes sur une commune en catégorie 3, ça signifie qu'il y a plus de 10% de la surface de la commune pour lesquels les bâtiments qui sont situés sur cette commune vont dépasser le niveau de référence. Donc ça veut dire que quand même, on a un risque qui est assez important et qui nécessitera certainement d'aller faire un mesurage derrière. Voilà. Si vraiment, donc vous allez d'abord identifier donc ce potentiel radon, ensuite qualifier en fait la qualité de la construction et la ventilation du bâtiment. Ça c'est la deuxième information à aller chercher. En fait, selon, je dirais, la nature de votre bâtiment et plutôt même sa date de construction, on va avoir une interface sol-bâti qui sera plus ou moins, je dirais, étanche, tout simplement. Si vous avez des fissures dans le sol, je dis vraiment le sol qui vous lie directement à la terre, pas dans les étages. Mais vraiment l'interface sol-bâti, s'il y a des fissures à ce niveau-là, là c'est un facteur de risque supplémentaire. La qualité du renouvellement d'air et également la nature des matériaux de construction si vous la connaissez. Donc ça, je vais y revenir après. Le troisième critère, ça va être de définir l'activité et les conditions de travail qui pourraient favoriser en fait l'accumulation de radon. Il y a certains locaux qui peuvent être confinés. C'est-à-dire que là, on va parler des locaux aveugles par exemple, qui sont en sous-sol principalement, des locaux qui sont enterrés, d'autres qui peuvent être en dépression ou alors avec la présence d'eau souterraine. Donc ça va être encore une fois des facteurs de risque qui sont majorants pour la présence du radon dans l'air et notamment dans les locaux. Et également d'estimer la durée de la présence des travailleurs dans les locaux concernés. Évidemment que si c'est un local où les travailleurs vont juste aller, je sais pas, chercher du matériel 1 heure tous les mois, a priori, ça minimise énormément leur exposition. Pour autant, ça n'exclut rien, mais en tout cas, ce ne sera pas une priorité en termes d'évaluation. En tout cas, une fois que vous avez l'ensemble de ces critères,
qui sont chacun en fait des critères qui vous permettent d'évaluer, d'avoir une première estimation du risque. Si vous avez un doute, en fonction de ce que vous avez relevé, vous pouvez faire un mesurage de l'activité volumique. Ça, c'est vraiment, c'est comme ça que ça a été défini par le guide ministériel. C'est-à-dire que voilà, une fois que vous avez balayé l'analyse documentaire, en cas de doute, on fait appel soit à un prestataire ou alors directement aux fournisseurs d'appareils de mesure, qui sont des détecteurs solides de traces nucléaires. Vous pouvez vous-même les commander si vous le souhaitez. Vous pouvez vous-même les positionner dans vos locaux. Ça ne nécessite pas de formation particulière. Directement, en fait, vous les recevez, vous les positionnez pendant une durée de 2 mois en période hivernale dans les locaux de travail et vous les renvoyez au laboratoire. Donc, en fait, vous recevrez une notice avec les détecteurs qui vous dit exactement comment les positionner et comment les utiliser. C'est très simple à utiliser. Vous les renvoyez au laboratoire et ils vous donnent tout de suite les résultats de mesure. Si vous avez plutôt l'intention de le faire par un prestataire, on peut vous aider, encore une fois ici, par une possibilité de partenariat avec des prestataires qu'on a nous-mêmes déjà identifiés. Donc, vous avez juste à nous contacter. On peut vous proposer différentes entreprises qui sont en mesure d'intervenir chez vous directement. Et pourquoi pas, si nécessaire, si vraiment vous avez des dépassements de mesures, de vous proposer des actions correctives ou préventives pour y remédier. Voilà. Alors, un petit mot quand même sur le cas où vous auriez un dépassement du niveau de référence dans vos locaux, parce qu'on a déjà des adhérents qui malheureusement nous ont contactés pour nous prévenir qu'ils avaient des dépassements. Alors, ici, la réglementation a été précisée par un arrêté qui est récent. Hein. C'est un arrêté du 15 mai 2024, donc il date vraiment de cette année. Et il va préciser en fait quelles sont les obligations de l'employeur en cas de dépassement du niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube dans l'air, dans les locaux de travail. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes entre 300 becquerels par mètre cube et 1000 becquerels par mètre cube, a priori, des actions dites simples permettront de réduire l'activité volumique de radon dans les locaux de travail. Alors, quelles sont ces actions? Tout d'abord, on va agir sur la ventilation. On en a bien parlé pendant cette présentation. Ici, ça va être vraiment de vérifier que les débits d'air soient suffisants. Et ici, un point qui nous a été rappelé encore la semaine dernière par la Direction générale du travail, où ils nous disent bien que sur la ventilation, une simple extraction d'air ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une extraction d'air, en fait, elle va avoir pour effet potentiellement même d'aggraver le risque, puisqu'elle va en fait créer un système d'aspiration, ce qui va faire que le radon va être aspiré et donc se concentrer encore plus dans les locaux. Donc, le point de vigilance ici sur la ventilation, c'est bien d'avoir une ventilation qui est dite double flux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une extraction, mais surtout une entrée, un apport d'air neuf, et un apport d'air neuf, bien sûr, qui vient de l'extérieur. Voilà. Deuxième point, l'étanchement de l'enveloppe du bâtiment, on en a parlé juste avant, c'est-à-dire que vraiment l'interface sol-bâti doit être bien étanche. S'il y a des fissures dans les sols, c'est clairement une source de pénétration du radon dans les locaux de travail et donc un risque supplémentaire d'avoir une concentration qui va augmenter au cours de la journée si jamais la ventilation n'est pas assurée. Et enfin, l'amélioration de l'aération naturelle des sous-bassements, c'est-à-dire qu'en fait là, si vous avez des vides sanitaires ou une cave qui potentiellement est obturée, là a priori ils vont avoir une accumulation de radon en sous-sol et qui va potentiellement en fait remonter via des gaines techniques vers des fissures dans les locaux de travail et donc s'accumuler dans les locaux et être respiré et exposer les travailleurs. Le deuxième point ici, une fois qu'on a pu toucher en fait et mettre en œuvre l'ensemble des actions qui permettront de réduire le niveau de radon dans l'air, on espère que ce sera efficace bien sûr, c'est bien sûr de vérifier cette efficacité des mesures. Voilà, c'est quelque chose qui est prévu par l'arrêté du 15 mai 2024. Dès qu'on a mis en place des mesures pour réduire la concentration en radon, on est obligé de vérifier si on est bien descendu en dessous des 300 becquerels par mètre cube. Si oui, tant mieux. On s'arrête là, on trace les actions dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et sinon, vous avez encore un délai de 3 ans à compter de la première mesure que vous avez réalisée pour faire baisser cette concentration en radon en dessous des 300 becquerels par mètre cube. Dans le cas où malheureusement vous ne parvenez pas à baisser en dessous de 300 becquerels par mètre cube dans un délai de 3 ans, là, vous allez rentrer en fait dans un système où on va devoir mettre en place une zone radon et un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
dans les locaux de travail. Donc, un petit point là-dessus. Qu'est-ce que ça va impliquer? Alors, la zone radon, on va pas tout de suite en parler parce que, a priori, si vous n'avez pas encore effectué vos mesurages, on a un délai de 3 ans, donc on n'a pas envie de vous faire peur ni de vous donner trop d'informations par rapport à ça. Ça va avoir des conséquences techniques par rapport aux locaux. Ça va nécessiter bien sûr d'avoir une personne compétente en radioprotection, c'est-à-dire qu'en fait vous allez devoir former en interne une personne dédiée à ce risque. Et surtout, il va y avoir un suivi individuel renforcé pour certains des travailleurs. Alors c'est pas parce que vous dépassez les 300 becquerels par mètre cube qu'ils seront tous en suivi individuel renforcé. Ça va dépendre surtout de la durée pendant laquelle ils occupent les locaux. Donc il y aura un calcul à réaliser qui sera sous la responsabilité de l'employeur et donc en général de une personne compétente en radioprotection qui a été formée. Donc en fonction de la durée d'occupation des locaux et de la concentration en radon dans l'air, on va avoir ou non un dépassement en fait d'un certain niveau d'exposition qui orientera vers un suivi renforcé ou pas vers nos médecins du travail directement. Donc ici, rien n'est encore établi, mais sachez-le, en tout cas, ce sera la conséquence si jamais vous avez un dépassement de 300 becquerels par mètre cube que vous n'arrivez pas à faire baisser dans un délai de 3 ans, encore une fois, à compter de la première mesure que vous aurez réalisée. Voilà, je vais passer la parole à Pascal. On va terminer cette présentation avec la pollution environnementale en faisant court, hein, parce que de toute façon, c'est pas forcément une pollution sur laquelle les entreprises ont la main, mais malgré tout, je trouve intéressant de présenter certains éléments de pollution environnementale. De quoi parle-t-on? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pollutions environnementales, elles ne sont pas incluses dans les pollutions spécifiques. Alors, c'est des polluants, mais on ne doit pas les considérer dans les pollutions spécifiques. Alors, de quoi on parle? On parle de gaz et de particules. Les gaz, c'est les oxydes d'azote, l'ozone, le radon, le COV et les COSV. Les particules, c'est les particules, c'est celles qu'on a évoquées tout à l'heure, PM10, PM2,5, PM1, PM0,1. Et effectivement, selon le niveau de pollution extérieure, si vous êtes à côté d'une forte source d'émission de ces polluants, vous pouvez, en aérant vos locaux, en ouvrant la fenêtre, contaminer vos locaux. Donc c'est quand même à vous d'avoir une forme de vigilance sur la pollution qui est à proximité de votre site. En général, aérer la fenêtre est quand même positif sur la qualité d'air intérieur. Mais dans certains cas, à proximité de zones fortement émettrices, on peut avoir des contaminations avec cette pollution atmosphérique. On va rapidement passer sur les gaz. C'est 2 exemples. Alors il y a 13 les VGAI, il y a 13 substances qui sont concernées par ces VGAI. Je vous encourage à aller consulter la liste et les valeurs en question pour avoir un aperçu de ce qui peut être, de ce qui est surveillé en fait en termes de substances. On va faire un focus sur les NOx et l'ozone. Vous avez sûrement entendu parler des NOx. Donc un représentant des NOx, c'est par exemple le dioxyde d'azote, qui est lui émis par toute source de combustion. Ça peut être du tabagisme, mais ça peut être aussi le trafic routier, qui est encore une forme de combustion. Et dont la toxicité, donc c'est surtout un irritant. Donc il y a des pathologies respiratoires qui peuvent apparaître avec jusqu'à l'essoufflement. Donc c'est pas un effet négligeable. Donc il y a effectivement des valeurs des guides intérieurs qui sont prescrites. Et il y a des valeurs masse de pollution atmosphérique qui sont prescrites également. L'ozone, c'est un petit peu différent. C'est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il est issu des oxydes d'azote et des COV et du rayonnement ultraviolet en combinaison. Et c'est cette association des facteurs qui va permettre la génération de l'ozone dans l'atmosphère. Donc il faut bien comprendre que c'est la pollution atmosphérique qui va générer l'ozone. Et il peut être aussi émis à l'intérieur par des sources ultraviolets, comme les photocopieuses et les imprimantes laser, par exemple. Alors, la toxicité de l'ozone, elle est beaucoup plus large que les oxydes d'azote. Ça touche tous les systèmes, puisque c'est un oxydant extrêmement fort. Ça va toucher le système respiratoire, oculaire, rénal et neurologique. Il n'y a pas de valeur guide de l'air intérieur pour l'ozone. À savoir que l'ozone, effectivement, il peut rentrer dans les locaux. Il va se fixer tout de suite sur toutes les surfaces de vos locaux et réagir avec ces surfaces. Donc, il va générer encore des pollutions tertiaires, si on peut dire. C'est-à-dire souvent des formaldéhydes, des acétaldéhydes, des aldéhydes légers, par exemple. Donc, vraiment être vigilant sur l'ozone et ça peut être intéressant de suivre le niveau d'ozone en pollution atmosphérique, par exemple. Effectivement, on en verra tout à l'heure les manières de suivre. On va juste présenter d'abord les particules. Donc, on a déjà évoqué les particules PM10, PM2,5, PM1 et PM0,1. Alors, il y a différentes sources d'émissions de ces particules. Les PM2,5, elles sont surtout émises par le chauffage bois et le trafic routier. Donc voilà. Par contre,
Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on descend dans la taille des particules et plus elles sont toxiques. Alors, si les particules PM10, elles impactent surtout le système respiratoire, le PM2,5, elles ont des toxicités qui sont un peu plus larges et variables, donc qui peuvent impacter notamment la santé cardiovasculaire ou les maladies neurodégénératives. Et éventuellement augmenter le risque de cancer. Les PM 1 et 0,1, alors là, on n'a pas beaucoup d'informations sur leur toxicité précise, d'autant que la composition de ces particules varie aussi, influence aussi leur toxicité. Mais déjà, elles génèrent également, comme les PM2,5, des combustions, comme le chauffage bois ou le trafic routier, par exemple. Et la toxicité augmente avec la petitesse, si je puis dire, avec la taille réduite des particules. On attend que les PM0,1, les nanos, du coup, sont plus toxiques que les PM1, qui sont elles-mêmes plus toxiques que les PM2,5 et les PM2. Alors, il n'y a pas de valeur guide à l'intérieur pour les PM1 et pour les PM0,1. Mais on peut les mesurer. Donc vous pouvez, en tenant compte de leur toxicité supérieure, avoir une prise de décision. Alors effectivement, les industriels les entreprises peuvent pas maîtriser cette pollution atmosphérique, mais par contre, le suivi est possible, notamment via les 2 sites qu'on vous a mis ici, en agglomération lyonnaise. On pouvait contacter le site Indice Atmo-Aura ou la carte de l'AQICN à Lyon qui donne des informations sur les niveaux de pollution en temps réel, en quotidien. Donc voilà pour cette présentation qui est terminée. On vous remercie de votre attention et passe aux questions si vous en avez. N'hésitez pas, on a encore du temps pour répondre à toutes vos interrogations sur ce sujet-là. Vous pouvez poser vos questions, soit on va ouvrir au micro. Donc vous pouvez poser vos questions à l'oral, ou bien en levant la main, ou bien par le chat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ah là, il y a une question. Ah non, c'était le son qui n'était pas de bruit. On est désolé pour la qualité du son, mais nous aussi, on a été impactés par les difficultés du système informatique aujourd'hui. Vraiment désolé. Si vous avez des questions sur les passages qui ont été un peu compliqués en termes d'audio, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail pour avoir des précisions sur les éléments qui ont été présentés. Madame Hardy, vous avez une question? Oui, donc je vais ouvrir votre micro. Ah, j'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez la poser par... Allô? On vous entend pas. Oui, par le chat. Madame Hardy, vous pouvez poser votre question par le chat. Bon, il n'y a pas de questions qui arrivent. On va pas attendre de plus. On va vous laisser à vos occupations. De toute façon, vous recevrez le support du webinaire pour consultation et pour information. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur tous les sujets qui ont été présentés aujourd'hui. Nous vous remercions encore pour votre présence et votre attention. Et puis, à bientôt. Ah, s'il y a une question, effectivement, faites-vous le diagnostic dans les sociétés? Donc non, on réalise pas ce type de prestation. Et par contre, c'est ce que nous avons présenté tout à l'heure. Nous avons des partenaires qui font ces prestations qui nécessitent des expertises et des moyens que nous n'avons pas. Donc, nous vous mettrons en relation avec des sociétés qui peuvent faire du mesurage sur le radon, on l'a vu à l'instant, sur la vitesse d'air de vos ventilations, ou bien sur le niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère de vos locaux.
Donc, pour tous ces cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous transmettre le contact de prestataires que nous avons sélectionnés dans notre offre complémentaire. Voilà. Donc, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Merci de votre attention et puis à bientôt par email si vous avez des questions. Très bonne fin de journée.